Jean-Christophe Lagarde, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous venez d'entendre Philippe Bilger sur le procès des rappeurs Booba Karis. Est-ce que c'est le genre de procès, on le sait, où le jugement va être beaucoup commenté sur ce devoir d'exemplarité? Il vous semble important justement parce que ces rappeurs sont des modèles? Écoutez, moi je vais faire confiance aux juges parce que je les ai trouvés très sages cet été. D'abord de les mettre en détention provisoire parce que ce qu'ils ont fait est évidemment inacceptable et que c'est difficile de savoir qui a commencé. Moi, je leur fais confiance. Ma conviction personnelle, c'est qu'ils sont tous les deux aussi responsables. D'abord parce que ça fait des mois et des années qu'ils s'insultent et qu'ils attisent la haine sur les réseaux sociaux l'un contre l'autre. On peut ne pas être d'accord, on peut être jaloux, on peut ne pas s'aimer, on peut s'être aimé et divorcé, c'est un peu leur histoire. Mais quand on est une personne publique et a fortiori un artiste, y compris quand on veut faire des polémiques, le devoir d'exemplarité, il existe aussi pour eux. Il ne faut pas le réclamer dans des chansons pour les autres et ne pas l'avoir pour eux, y compris dans l'échange. On peut être en désaccord, mais justement, vivre dans un pays civilisé, c'est être en désaccord, on peut en parler, on ne doit pas se taper dessus. Et la deuxième chose, il ne faut pas raconter des histoires. Oui, la loi sur ce genre de délits qu'ils ont commis, c'est 10 ans en théorie. Bien sûr qu'ils n'auront pas 10 ans de prison, donc ce n'est pas la peine d'effrayer tout le monde. Et la difficulté des juges, elle est la suivante. S'ils leur donnent juste une amende, ils s'en foutent, ils sont riches à millions. Ils feront une chanson et leurs fans vont payer l'amende à leur place. Qu'est-ce qu'il faudrait alors? Et s'ils vont en prison, ils seront des victimes. C'est ça la difficulté des juges aujourd'hui. Pour autant, je pense que la principale condamnation, celle qui devrait venir de la société et pas seulement des juges, c'est la condamnation morale. Il y a des gamins qui vous regardent. Vous voulez en faire ce que vous avez fait à Orly? Vous voulez leur permettre de mieux vivre ensemble? C'est ce que vous dites dans vos chansons? Alors faites-le. Arrêtez ce genre de choses. Est-ce que ça marche encore, ces condamnations morales, même en politique d'ailleurs? Puisqu'on va parler d'exemplarité en politique, le nouveau monde d'Emmanuel Macron, ce devait être, Jean-Christophe Lagarde, un monde où la République des copains n'existe plus. Et voilà que le premier des copains et des soutiens, Richard Ferrand, est mis sur orbite pour le perchoir, pour la présidence de l'Assemblée nationale. Et plus surprenant encore, vous qui militiez pour ce nouveau monde, vous le soutenez. Pourquoi? Attendez, d'abord, je ne militais pas pour le nouveau monde. Vous étiez plutôt favorable pour plus de transparence, moi, et moins de copinage. j'ai pris acte d'une décision. Oui, de plus de transparence. Alors, on va y revenir dans l'ordre, parce qu'il y a beaucoup de questions dans ce que vous dites. Première question. Richard Ferrand, pourquoi est-ce que je trouve que ce serait le meilleur des présidents de l'Assemblée nationale, de ceux qui se présentent aujourd'hui dans La République En Marche? Parce que pour pouvoir présider l'Assemblée nationale, il faut remplir deux missions. Un, être en capacité de faire exister le Parlement, c'est-à-dire en fait les représentants des Français, face à l'exécutif. Quand l'exécutif dérape, on l'a vu cet été, il faut que le Parlement existe. Il faut qu'il y ait un contre-pouvoir. Et en France, il y a déjà trop peu de contre-pouvoir. Et pourquoi existerait-il avec Richard Ferrand et pas les autres candidats ou candidates? Parce que c'est le patron de la majorité et que les autres ne le sont pas. La difficulté qu'avait François de Rugy, c'est qu'il ne maîtrisait pas sa majorité. Richard Ferrand, je le crois, est en situation de le faire. En tout cas, il l'a montré pendant un an. Et la deuxième raison, c'est que si ce n'est pas un patron à l'Assemblée nationale, s'il ne maîtrise pas la majorité, la deuxième mission du président de l'Assemblée nationale, c'est de protéger l'opposition pour lui permettre de s'exprimer. Mais justement, or, j'ai observé... Richard Ferrand va-t-il, j'allais dire, garantir les droits et les prérogatives de l'opposition? Eh bien, comme coprésident de groupe, j'ai travaillé dans les réunions qu'on peut avoir à l'Assemblée nationale, et j'ai vu qu'il était capable de parler avec les présidents de groupe, y compris, ça vous surprendrait, avec des gens comme Mélenchon, et de trouver des façons de travailler ensemble. Il n'est pas question de se mettre d'accord, mais au moins de pouvoir travailler. Pourquoi? Pour que le débat ait lieu, que les Français puissent se faire leur opinion, et regardent, entre guillemets, ce que les uns et les autres proposent. Regardez ce communiqué de presse, Jean-Christophe Lagarde, de cette femme-là. C'est Yael Braun-Pivet, présidente de la commission, vous la connaissez, des lois à l'Assemblée. Elle était encore candidate ce matin. Et ce matin, eh bien, elle dénonçait un petit peu la candidature de Richard Ferrand, indiquant que c'est l'ancien monde. Quelques heures plus tard, tout va bien. Elle dit son choix personnel, c'est de soutenir Richard Ferrand. Elle a rejoint l'ancien monde, ça veut dire qu'il faut qu'elle arrête de donner des leçons, mais je vais vous dire plus sincèrement ce que je pense, et tant pis. Elle a présidé une commission d'enquête cet été. Et pas n'importe laquelle. Elle a bloqué cette commission. Autour de l'affaire Benalla. Elle a bloqué cette commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Donc pour vous, elle n'est pas légitime pour être candidate au perchoir? En ce sens-là, elle a humilié l'Assemblée nationale. Donc elle ne peut pas la présider. Il y a une autre question autour de Richard Ferrand. Ces démêlés avec la justice ne sont pas derrière lui. Là encore, question d'exemplarité. Est-ce qu'il peut accéder à cette fonction? On va le rappeler pour ceux qui nous regardent. Ce n'est pas n'importe quelle fonction. C'est le quatrième personnage de l'État, quand même, le président de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai un désaccord total avec l'interprétation qu'on fait de la justice. Tout à l'heure, le magistrat Bilger le disait. Quand il y a une enquête sur vous, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Quand vous êtes mis en examen, y compris, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Vous avez vu le nombre de parcours politique dans tous les partis.
qui ont été en réalité démolis, alors que, in fine, la justice constatait qu'il n'y avait rien. Certes, mais est-ce que la prudence n'appelle pas justement à attendre que non, tout parce que cela la prudence, soit ce que vous appelez la prudence, c'est un préjugement, c'est un préjugé. Or, la présomption d'innocence fait que tant que la justice ne dit pas que vous avez commis un délit, vous avez le droit de continuer à vivre en liberté dans la rue. Vous êtes un simple citoyen, ou vous êtes journaliste, ou vous êtes responsable. Il y a une différence entre rester en liberté dans la rue et accéder et être le quatrième personnage de l'État. Je suis bien d'accord, mais ça veut dire que tant que les magistrats ne décident pas de son avenir, il n'a plus le droit de faire de politique. Tant que... Mais vous avez d'autres exemples. François Bayrou a démissionné du gouvernement. Alors lui, c'était particulier parce qu'il était ministre de la Justice. Mais il n'a plus le droit de faire de la politique parce que les magistrats ne savent pas encore s'il a fait quelque chose. D'autres exemples. Alors allons jusqu'au bout. François Fillon, dans ce cas-là, il attend encore justement le procès. Et vous le dites vous-même, c'est du lynchage en réalité, préjugement. Et quand il ne se passe rien, je vais vous signer un dernier exemple. Tout le monde l'a oublié. Julien Drey. Entre Noël et Jour de l'An, on découvre qu'il achetait des montres chères parce que ça lui faisait plaisir, qu'il tenait mal sa comptabilité. On en fait tout un truc. Il démissionne, il a perdu son siège de député. Il n'a plus d'existence politique de premier plan comme il l'avait. La justice a dit qu'il n'y avait strictement rien, il n'a même jamais été poursuivi. Est-ce qu'on est dans un pays démocratique quand un homme politique, un chef d'entreprise, un journaliste, un sportif ou un citoyen peut se faire lyncher et voir sa vie brisée. Nous nous sommes à demander s'il peut accéder au perchoir, qui est quand même un poste je dis, moi, que tant qu'un citoyen, qu'il soit, tant qu'un citoyen, quelle que soit sa responsabilité, n'a pas été condamné par la justice, il doit pouvoir exercer sa responsabilité. Même si c'est un responsable sinon, ça veut dire que la présomption d'innocence n'existe plus. C'est un choix politique qu'on peut faire, ce n'est pas le mien. Jean-Christophe Lagarde, vous n'avez plus du tout les mêmes mots. Élogieux, ils étaient quand même élogieux à l'égard d'Emmanuel Macron. Autrefois, vous étiez plutôt admiratif. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous montriez plus critique, pas à l'égard de Richard Ferrand, on vient de le comprendre. Pardon, j'ai jamais été élogieux, j'ai soutenu ce qui me paraissait bon. Lorsqu'Emmanuel Macron être plutôt aller dans le bon sens, et j'ai condamné ce qui ne me paraissait mauvais. Si ça s'appelle élogieux. Élogieux, c'est quand on est, pour certains dans la majorité, toujours ébahi devant ce que ferait le pouvoir. Lorsqu'il réforme la SNCF, lorsqu'il réforme le Code du travail, lorsqu'il prend un certain nombre de mesures fiscales qui favorisent la création de richesses, et ça a contribué, entre guillemets, à relancer la machine économique malgré tout. Je suis d'accord, et je ne vais pas dire le contraire. D'ailleurs, je le proposais avant son élection. Et donc vous avez plutôt soutenu son action la première année. Excusez-moi. C'est pas une critique, hein, je ne le prends pas du tout comme une critique, j'essaye de m'expliquer. Est-ce qu'on considère que parce que quelqu'un est proposer la même chose que vous, mais qu'il a gagné l'élection, il faut le critiquer. C'est ce que font souvent aujourd'hui les Républicains. Je dénonce ce genre d'attitude parce que je pense d'ailleurs que c'est ce que les Français ont condamné en 2017. Pourquoi aujourd'hui vous dites qu'il n'a pas retrouvé sa dynamique? Ça c'est vrai. Peut-être n'entendiez-vous pas, je vais vous dire pourquoi, mais peut-être n'entendiez-vous pas que je critiquais l'augmentation de la CSG, que je trouvais absurde l'histoire des 80 km/h, qu'il y avait des erreurs de fait. Et je pense que c'est une façon moderne de faire de la politique que de ne pas juger tout en bloc, parce que les Français qui nous regardent, ils jugent action par action. Au bout d'un moment, ils font un jugement global. Mais même dans ce jugement global, ils le font un par un. Et quand vous dites laudateur ou critique, je continue aujourd'hui à dire, par exemple, en cette rentrée, il a perdu la dynamique politique. Est-ce qu'il va la retrouver ? Chute dans les sondages, contexte économique morose. N'étant pas Mme Irma, mais il l'a perdu. Pourquoi ? Parce qu'il a promis aux Français. L'expérience politique, est-ce que selon vous, il va la retrouver ou est-ce que c'est un président durablement affaibli ? Je pense qu'il peut la retrouver, mais qu'il a besoin de changer. Il a promis aux Français. C'est quand même plutôt positif. Tout est encore possible. Non, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui essaye d'avoir l'espoir que ça fonctionne, parce que si ça ne fonctionne pas, c'est les Français qui payent le pot cassé. En général, c'est les plus pauvres, parce que les riches, ils s'en tirent toujours. Mais ce que je veux vous dire, pourquoi il a perdu cette dynamique ? Il a dit aux Français, voilà, il y aura un nouveau monde, on va changer les pratiques. Et en fait, ces pratiques, on n'a pas le sentiment qu'elles changent. Pas sur l'histoire de Ferrand, mais sur d'autres d'ailleurs, et particulièrement sur l'affaire Benalla. Et il faut donc qu'ils tiennent deux promesses. La première chose, c'est qu'il y a des changements à faire dans la société française. Il faut s'y mettre. Mais pour ça, il faut être crédible. Et pour être crédible, et je parle de l'affaire Benalla, il faut aussi changer la pratique du pouvoir. Et le problème que nous avons... C'est bien ça que je vous interrogeais. Pourquoi je vous interrogeais sur Richard Ferrand ? Le problème n'est pas Richard Ferrand. Le problème n'est pas Richard Ferrand. Le problème, ce sont les institutions de la Ve République, où on donne tous les pouvoirs au président de la République et il n'y a aucun contre-pouvoir en face de lui. Tant qu'il n'y a pas de transparence et contre-pouvoir, et je lui demande de relancer la réforme constitutionnelle et institutionnelle pour permettre qu'on équilibre. Regardez quand même cette chose... Je vais m'arrêter. Vous avez parlé de l'affaire Benalla. Il va y avoir une suite la semaine prochaine. Normal. Le Sénat va reprendre. Peut-être qu'il y aura une audition même d'Alexandre Benalla. Mais expliquez-nous, la justice est en train d'enquêter
Est-ce que les parlementaires vont se substituer là au travail? Bien sûr que non, mais il y a deux choses différentes, madame. La première chose, c'est que la justice, elle doit trouver des responsabilités pénales. Qui doit être sanctionné pour des fautes, des crimes, des délits qui auraient été commis. Mais la responsabilité politique, c'est qu'est-ce qui dysfonctionne? Qu'est-ce qui a mal fonctionné? Comment on garantit aux Français que ça ne peut pas se reproduire? Et moi, je dis qu'il n'y a qu'une seule façon de le garantir, c'est de faire en sorte que parce que ce n'est pas la première fois, on a eu les Irlandais de Vincennes, on a eu les écoutes de l'Élysée, quand des gens travaillent à l'Élysée, ils n'ont pas tous les droits, ils ne sont pas au-dessus des lois. Et la seule façon qu'ils ne soient pas au-dessus des lois, c'est qu'il y ait de la transparence, c'est qu'il y ait du contrôle parlementaire. Parce que forcément, quand plus personne vous contrôle, vous pouvez être tenté d'abuser du pouvoir. C'est pas moi qui le disais, c'est Montesquieu. De cette commission et de ce qui peut sortir du Sénat. Pas seulement de la commission de la réforme des institutions. Montesquieu disait, quand on donne trop de pouvoir à quelqu'un qui n'a pas de contrôle, on risque évidemment l'abus de pouvoir. La vérité, c'est qu'on a besoin de revenir sur ça et que c'est un problème institutionnel. Et ça, le président de la République, d'une certaine façon, l'a promis aux Français. Je pense que pour redevenir crédible... C'est quand même un mot important. C'est peut-être la faute des institutions et de celui qui les incarne aujourd'hui, alors. De celui qui l'incarne aujourd'hui, de ceux qui ont eu les autres affaires avant. Le changement qu'il a promis, on l'attend maintenant.